Ligature des trompes systématique, vasectomie obligatoire. Ces pratiques portent un nom, celui d'un crime contre l'humanité selon le traité de Rome, la stérilisation forcée. Historiquement, ces pratiques inhumaines ont touché les populations indigènes d'Amérique du Nord, les citoyens les plus fragiles du Japon ou du Pérou, et aujourd'hui encore les Ouïghours en Chine. Mais ces crimes, qu'on pensait révolus, se conjuguent au présent, même sur notre bon vieux sol européen. Avoir un handicap en Europe, c'est voir disparaître nombre de ses droits. Alors que pour les valides, la stérilisation forcée paraît monstrueuse, elle reste légitimée envers des personnes handicapées, en premier lieu des femmes. Souvent, ce sont des personnes qui sont privées de leur capacité juridique. Elles sont placées sous tutelle et donc quelqu'un peut prendre des décisions en leur nom. Les personnes souffrant de déficiences intellectuelles sont donc très exposées à cette pratique. On prend à leur place de nombreuses décisions sans qu'elles soient informées ni consentantes. Le consentement, c'est le mot magique qui permet officiellement de stériliser des personnes handicapées. Mais lorsque le handicap empêche de pouvoir s'exprimer, difficile de vérifier l'accord des principales intéressées. Certaines ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. Parfois, la personne ne sait même pas qu'elle va se faire opérer. Ou bien on lui dit qu'il s'agit d'une appendicite ou quelque chose comme ça. Nous avons souvent vu ça. Selon les données du Forum européen des personnes handicapées, l'Europe se divise entre les États qui interdisent officiellement la stérilisation forcée, ces 10 pays en ont fait une infraction pénale où le consentement doit être vérifié, et ceux qui l'autorisent, ils sont 13, c'est alors à un représentant légal ou à un médecin de trancher. Parmi eux, 3 pays autorisent la stérilisation forcée des mineurs, la Hongrie, le Portugal et la République tchèque. Certains parents justifient ce choix, jamais simple, de stériliser leur enfant en disant agir pour leur bien, dans une société où rien n'est adapté à eux. La stérilisation, décision radicale et irréversible, vient alors pallier un risque, celui d'une potentielle grossesse. Aujourd'hui, il y a encore cette crainte que la femme en situation de handicap, et d'autant plus si elle est en situation de handicap mental ou si elle est non-verbale, tombe enceinte. Ça paraît complètement impossible que cette femme-là soit mère, et ça paraît aussi impossible qu'elle ait une sexualité. Donc, la stérilisation, elle a surtout pour but d'éviter de parler de ces sujets qui rendent, qui sont tabous et qui mettent souvent mal à l'aise l'ensemble des interlocuteurs. C'est un sujet qui sous-tend une véritable déshumanisation des personnes handicapées. C'est une politique eugénique. Il s'agit donc d'une politique perpétrée le plus souvent sur des personnes qui n'ont déjà pas la possibilité de choisir où elles vivent, avec qui elles vivent, ce qu'elles font tous les jours. Mais à qui d'autre la société autorise-t-elle ou pas d'avoir des enfants? Qui d'autre attend la permission du docteur? C'est une pensée rétrograde. Je suis consciente de notre histoire, mais ici, tout est lié à l'autodétermination des personnes handicapées. Si les États ne s'accordent pas à interdire cette pratique, l'Union européenne pourrait bien le faire pour eux. C'est en substance ce qui s'est joué dans cette salle fin juin 2023. Le Parlement européen, réuni en commission, a voté une loi assez globale pour combattre les violences faites aux femmes. Et la rapporteure irlandaise de cette directive assure ne pas avoir oublié la question des stérilisations forcées. Si vous regardez la stérilisation, c'est l'article 6b. Nous sommes assez clairs sur le fait qu'il s'agit de pratiquer une intervention chirurgicale ayant pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d'une femme ou d'un enfant à se reproduire naturellement sans avoir obtenu son consentement préalable et éclairé, et sans que la femme ou l'enfant comprenne cette opération. Il s'agit donc d'attendre que le consentement puisse être donné par la personne elle-même plutôt que par un tuteur ou un parent. De notre point de vue, ici, les députés ont amélioré la proposition de la Commission. Ils vont maintenant négocier avec les États membres. Ensuite, les États membres et le Parlement diront ce qu'ils acceptent d'inclure dans la loi et nous espérons enfin qu'elle sera adoptée, de préférence avant les prochaines élections européennes. Ce texte sera alors une loi que tous les États membres devront mettre en place. Le processus législatif suit son cours,
Mais pour des militants comme Sarah, le seul consentement, souvent difficile à vérifier, n'est pas suffisant. C'est une grande étape de franchie, c'est un grand pas, mais ça reste un pas. Et je crains qu'une fois que les pays auront franchi cette étape, ils s'arrêtent là. Or, nous avons besoin d'une criminalisation de cette pratique. Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus du tout. Et nous devons aussi savoir combien de femmes ont été stérilisées, demander si elles ont besoin d'aide et savoir si on doit leur dire qu'elles ont été stérilisées. Pour les associations, il y a urgence à légiférer contre les stérilisations et à conscientiser autour des violences faites aux femmes handicapées. Car parfois, la seule preuve en cas de viol, c'est la grossesse de la victime. J'ai récemment discuté avec une mère qui s'est rendue dans un hôpital public il y a 2 ans, alors que sa fille avait 14 ans. Et le médecin de l'époque lui a dit « Oh, vous devriez stériliser votre fille parce qu'elle est une cible pour les agresseurs. » La réponse des autorités quand une femme est enceinte, une femme avec un handicap intellectuel en institution, la réponse est de la stériliser au lieu de poursuivre l'auteur du viol en justice. Nous, au sein de la permanence juridique de l'association, on est saisis presque quotidiennement pour des faits de violence sexuelle. Vous avez 4 femmes sur 5 en situation de handicap qui ont subi des violences. Pour certaines situations, par exemple, vous avez 90% des femmes autistes qui ont déjà subi des violences sexuelles. Donc les chiffres sont absolument alarmants concernant les femmes en situation de handicap et des violences, notamment sexuelles, qu'elles subissent. Et finalement, la stérilisation, c'est juste une illustration d'une réalité qui est que le corps de la femme en situation de handicap aujourd'hui n'est pas protégé. La stérilisation ne doit pas être la seule option proposée aux parents et aux jeunes en situation de handicap. La contraception, solution évidente chez les valides, doit aussi être mise sur la table. Certains établissements commencent à proposer des rendez-vous avec des sages-femmes, des gynécologues, etc. Donc, ça commence, mais c'est vraiment encore très timide. Et c'est bien évidemment la solution principale. C'est proposer des cours d'éducation à la sexualité et une contraception adaptée. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une variété de contraception possible. Avec ce manque d'accès aux services de santé sexuelle, les femmes handicapées n'entendent que peu parler d'implants, de stérilets, d'avortement ou d'accompagnement adapté dans la maternité. Au-delà du tabou, il y a aussi un manque de financement réel des structures qui leur sont dédiées et au final, les familles hiérarchisent les urgences. C'est déjà le parcours du combattant pour trouver une place. C'est déjà le parcours du combattant pour que votre proche soit bien accueilli, que vous n'ayez pas cette inquiétude quotidienne et permanente. Et donc, la possibilité d'avoir un enfant, la possibilité d'avoir une sexualité, ça, c'est souvent relégué en fait au second plan. Je sais que la question n'est pas simple. La stérilisation forcée, c'est évident, ne devrait plus arriver du tout. Mais il faut aussi créer des services pour permettre aux gens d'être soutenus s'ils veulent fonder une famille ou s'ils décident de ne pas avoir d'enfants. En réalité, aujourd'hui encore, les vies et les corps des personnes handicapées ont une valeur inférieure aux autres corps. Et ça engendre leur silence. Il y a moins d'espace pour les voix des personnes handicapées, pour qu'elles mettent ces sujets sur la table et pour dire « Nous avons besoin que cela change ».